Mathieu Navillo. J'ai fait du ski toute ma vie jusque maintenant. J'en fais toujours. J'ai 31 ans. Je vis toujours de ma passion qui est le ski principalement. J'ai d'autres boulots à côté. J'ai fait de la compétition en ski alpin et en ski de boss. Alors moi j'ai eu la chance, je pense que c'est une chance de grandir dans une famille de skieurs. Et en fait j'en retirais rien financièrement. Donc c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un derrière, alors ou un partenaire ou la famille ou quoi qui subvient à tous ces besoins, bah c'est pas possible. Quand on n'est pas, je dirais aujourd'hui dans le top 5 mondial garçon ou fille, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Et je vivais au crochet des autres et ça je l'ai pu supporter. Salut les sportifs, c'est Armano. J'espère que vous allez bien avec la semaine de plus que je vous ai laissé sans un enregistrement du podcast dans les vestiaires. Aujourd'hui, je suis vraiment très 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 heureux de vous recevoir et de vous proposer un épisode avec un sportif de l'extrême, enfin un ancien sportif professionnel de l'extrême qui continue à pratiquer son sport pour le plaisir, mais pas uniquement. Il œuvre aussi dans le domaine de l'environnement. Je l'ai découvert grâce à Stéphane Toureau que je vous avais déjà proposé en interview il y a quelques mois et je suis vraiment super content d'avoir pu réaliser cette interview. Juste avant de vous laisser découvrir cette magnifique interview avec Mathieu Navillo, je vous invite à faire deux choses. La première, comme d'habitude, allez sur Apple Podcast, laissez une revue, une note, j'espère 5 étoiles. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire, aussi bon ou acerbe soit-il, cela me permettra de m'améliorer. Ça va me permettre aussi de remonter dans les rankings d'Apple Podcast et de faire connaître ce podcast qui, à mon avis, mérite beaucoup plus de popularité que celle dont il ne dispose aujourd'hui. Puis je vous ai créé une page sur vestiaire.org/boutique où vous allez pouvoir participer à ce projet que j'essaie de mettre en place pour aider des sportifs qui sont dans le besoin, qui ont des difficultés pour financer leur carrière, des sportifs en devenir ou des sportifs déjà installés. On est en train de travailler sur tout ça. Donc le meilleur moyen de les soutenir, ça va être de faire l'acquisition d'une de ces magnifiques tasses que je vous propose à la vente, sur laquelle je réalise 3 € de bénéfices. Et encore, ces bénéfices, moi personnellement je m'engage, et pour ceux qui participeront, je vous partagerai le compte du projet, à les reverser dans un fonds qui servira à alimenter les sportifs en devenir qui ne peuvent pas financer leur carrière de sportif de haut niveau. Voilà, je vous en ai déjà un peu plus sur le projet que je mature depuis le début de ce podcast. J'espère qu'il va bientôt voir le jour. En tout cas, le meilleur moyen de le soutenir, c'est encore d'écouter ce podcast et de le partager à tous vos amis, tous vos proches, pour que tout le monde découvre à quel point il est compliqué de financer une carrière de sportif de haut niveau. Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes sur le podcast Dans les vestiaires. Aujourd'hui encore, j'ai la chance d'avoir un superbe invité en la personne de Mathieu Navillo, c'est ça? Navillo. Mais ça fait. En fait, on a été mis en relation par l'intermédiaire de Stéphane Toureau qui est déjà passé dans ce podcast et je suis super content de t'avoir, Mathieu. J'ai déjà dit ton prénom et j'ai essayé de dire ton nom, mais ce que je te propose, c'est de prendre le micro et de nous dire exactement qui tu es, quel âge tu as, ce que tu as fait dans le sport, ce que tu fais éventuellement encore, et après on rentrera dans le vif du sujet de ce podcast. Mathieu Navillo, mais on peut le lire Navillo aussi. J'ai grandi à Tignes, qui est une belle station de ski des Alpes françaises, de haute altitude, dans une famille de skieurs. Donc j'ai fait du ski toute ma vie jusque maintenant. J'en fais toujours. J'ai 31 ans maintenant, donc il s'est passé pas mal de choses. Je suis resté dans le même secteur montagneux. Je suis à Bourg-Saint-Maurice maintenant, qui est une petite ville au pied des stations de ski, Tignes, Les Arcs, La Rosière, tout ça. Je vis toujours de ma passion qui est le ski principalement. J'ai d'autres boulots à côté. J'ai fait de la compétition en ski alpin et en ski de boss. Ski alpin jusque 16 ans et puis après que du ski de boss, donc une discipline du ski freestyle jusque 23 ans. J'ai mis fin à ma carrière à 23 ans sur une vilaine blessure. J'ai eu du mal à récupérer et puis le fait de pas avoir suffisamment de sponsors pour vivre convenablement, donc un peu ras-le-bol de demander à papa maman
Bah de me loger, puis de m'aider à me loger, puis de payer mes repas, puis etc. Donc voilà. Après c'est une fin de carrière joyeuse quand même, puisque j'ai eu la chance de partir sur d'autres projets de ski, plutôt sur du ski freeride. Avec des gens, j'ai eu beaucoup de chance qui m'ont fait confiance dès le début, et c'est là que j'ai goûté à la liberté pardon, de faire ce que je veux sur les skis, et c'est génial et ça dure encore, donc c'est plutôt chouette. Voilà, en gros. Bah, c'est une belle présentation. Alors, on reviendra un petit peu après sur justement les difficultés que tu as rencontrées pour financer ta carrière. Mais en tout cas, ça donne vraiment envie. Moi, pour raconter une anecdote, mes parents ont toujours été attirés par la mer. Voilà, je suis franco-sicilien, donc mes vacances, c'était plutôt au bord de la mer. Et j'ai découvert le ski vraiment sur le tard. J'ai découvert le ski, en fait, il y a 3-4 ans. Et j'y ai pris un plaisir énorme. Et on parlait tout à l'heure en off, j'ai des enfants qui, eux aussi, ont eu la chance de découvrir le ski. Et ça fait plaisir à voir des petits bouts de chou qui s'éclatent sur de la poudreuse, quoi. Bah ouais, c'est une belle activité qui j'espère va le rester. On a la chance, en tout cas dans nos régions, les Alpes, sur l'Europe, c'est magnifique, c'est un terrain de jeu incroyable, et de faire du ski et avoir accès au ski, c'est une super chance. Ouais, et puis dans le coin où tu habites, j'imagine que c'est vraiment plaisir tous les jours, que ce soit en hiver ou en été, les paysages sont magnifiques. C'est très joli, je te ferai voir la vue tout à l'heure depuis la maison, mais ouais, c'est plutôt chouette. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup. Bon, j'imagine, parce que sinon tu serais pas resté 31 ans au même endroit, plus ou moins. Voilà. Alors, j'ai beaucoup bougé. Alors déjà pour les compétitions, j'ai pu aller dans plein de pays sur plein de continents. J'ai pas visité grand-chose parce que je me déplaçais pour les compétitions, mais c'est déjà très chouette. Et puis après, j'ai essayé de découvrir un peu la vraie ville. J'ai travaillé un petit peu à Paris une fois par semaine, donc je faisais les trajets, je montais à Paris à, à Adrénaline de l'équipe pour travailler un peu en tant que pigiste, on va dire. Et je suis vite revenu à passer tout mon temps dans les montagnes, parce que je me rends compte que c'est ce qui m'apporte le plus de joie. Mais au niveau de l'impact carbone, au niveau de l'impact environnemental, faire les allers-retours toutes les semaines, c'était pas l'idéal, non? Ah non, pas l'idéal du tout, surtout que je prenais un peu la voiture pour raccourcir le trajet de train. Donc je faisais déjà 1 heure et demie de voiture pour aller prendre le train à Chambéry, qui est la capitale de la Savoie. Puis je prenais le train, puis j'arrivais à Paris, et ça je le faisais à peu près toutes les semaines. Oui, donc non, c'est pas génial, pas génial du tout quand on aime la nature. Bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais déjà revenons un petit peu à l'essence même de ce podcast, qui est le financement des carrières des sportifs de haut niveau. Tu nous as dit que tu faisais de la compétition d'abord en ski alpin et puis après en ski de boss. Est-ce qu'on peut revenir déjà un petit peu sur ton histoire à toi? Comment est-ce que tu as découvert le ski? J'imagine que tu vivais à la montagne, donc tu as appris à skier peut-être même avant de savoir marcher, non? Je sais pas avant, mais j'ai appris très tôt, comme tous les enfants, enfin presque tous les enfants de Tignes. C'est-à-dire que les montagnes sont faites pour le ski. Il y a plein de petites activités parallèles super sympas, hein. Aller faire de la luge, du patin à glace, je parle pour l'hiver. Marcher dans la neige, construire des bonhommes de neige, mais c'est vrai que si on ne fait pas de ski, on fait pas grand-chose d'autre. Alors moi, j'ai eu la chance, je pense que c'est une chance, de grandir dans une famille de skieurs, surtout du côté de mon papa, où ils ont toujours été à Tignes, et puis ils ont tous fait du ski de compétition. Donc on m'a mis sur les skis très tôt, et ça m'a beaucoup plu. Le chemin était déjà tout tracé. Voilà. Après, j'ai jamais été obligé de quoi que ce soit, et ça, je remercie mon papa et ma famille pour ça. C'est-à-dire que j'ai jamais été un enfant poussé à aller en compétition, poussé à aller à l'entraînement. Je l'ai toujours fait de moi-même. Le peu de fois où j'ai pas eu envie d'y aller, ça a jamais été un souci. Donc ce qui a fait que, peut-être, en tout cas ça y a participé, j'aime toujours beaucoup ça aujourd'hui. Donc après, sur le parcours, j'ai commencé les compétitions et le club des sports. Alors les toutes premières compétitions quand je devais avoir 5 ans, au pré-club. J'ai fait du ski alpin et du ski de boss, parce qu'à Tignes on avait la chance d'apprendre un peu toutes les disciplines, même un petit peu le snowboard à l'école primaire, le ski de fond, tout ça.
donc super complet et avec des entraîneurs qui partageaient leur passion au sens le plus large. Je suis allé, donc j'ai fait ski alpin et ski de boss jusqu'à 16 ans, donc je suis allé jusqu'en FIS en ski alpin, qui est un circuit pas encore du haut niveau, mais voilà, c'est le circuit qu'on va avoir avant la Coupe d'Europe, avant la Coupe du Monde. Et puis là, je me suis rendu compte que j'avais plus vraiment l'envie. L'esprit y était pas, je me retrouvais pas dans l'esprit de compétition, même à l'entraînement, peut-être un peu trop sérieux pour mon profil. Donc là, j'ai décidé de me remettre à fond dans le ski de boss que je pratiquais depuis tout petit et qui me plaisait énormément, qui pour moi m'apportait beaucoup plus de fun autant à l'entraînement que pendant les compétitions. Et puis là, de ça, j'ai été intégré au comité de Savoie, donc dans les équipes de Greg Guénet et Fred Weiss. Donc Greg Guénet qui est l'entraîneur de la Friski, donc qui a entraîné par la suite Kevin Holland, Ben Valentin, Thomas Krief, tous les grands skieurs halfpipe. Et en fait, cette séparation, moi j'ai quitté le comité de Savoie pour entrer en équipe de France B, enfin au groupe Espoir en Coupe d'Europe. Là j'ai fait, je crois, 2 saisons sur le circuit Coupe d'Europe, et puis après j'ai intégré le groupe pour partir en Coupe du Monde. Et puis à 20 ans, je me suis, on va dire, pulvérisé un genou sur une compétition. Peut-être que j'en voulais un peu trop, peut-être que j'étais pas prêt à me limiter à quoi que ce soit. Je pense que je réfléchissais pas beaucoup, je m'étais jamais fait mal en fait. Toujours pris des grosses gamelles, jamais blessé, et puis le jour où je me suis blessé, je me suis bien blessé. Et puis derrière, entre 20 et début de 23 ans, donc 21 quand j'ai recommencé la compétition, et 23 ans, ça a été un peu en dents de scie. Je partais en compétition, alors un peu sur la Coupe d'Europe, un peu sur la Coupe du Monde, et puis en fait je repartais à chaque fois faire des infiltrations et je retournais en centre de rééducation. Je me blesse sur l'autre genou, enfin ça c'est très mal goupillé. En fait, quand ça a été le moment de s'arrêter, il y avait beaucoup moins on va dire, d'argent dans le ski de boss. Donc via les fédérations. Alors là, je parle pour la France. Et en fait, il fallait contribuer à d'entraînement, et je pouvais pas demander ça à mes parents, qui sont des gens très modestes. J'avais pas envie qu'ils se saignent pour que je puisse aller faire le con sur les skis. Donc j'ai pris la porte de sortie sans regret, en m'entendant très bien avec les gens qui m'avaient encadré tout au long de ma carrière. Et on va revenir un petit peu sur tout ça, parce que t'as été un peu vite, mais moi j'aimerais vraiment savoir. Donc tu nous as dit que commencer le ski très jeune, t'étais sur les premières compétitions à 5 ans. Bon, j'imagine que en habitant du côté de Tignes, les déplacements pour les compétitions et autres, ça allait encore, c'était pas trop difficile, c'était de Alpes à Alpes, à moins que tu devais aller aussi dans les Pyrénées ou peut-être déjà à l'étranger quand tu étais tout jeune. Alors la première course que j'ai faite à l'étranger, je devais avoir 6 ans, c'était la course des 1000 patchs en Italie, mais je sais plus où ça se faisait, mais c'était pas si loin que ça. Après, tout en grandissant jusque 17 ans, je crois, j'ai pas vraiment voyagé. Enfin, c'était des voyages inter-Alpes. Donc on allait aux Arcs, c'était des courts trajets si on se lance sur les trajets. Je descendais, donc j'avais la chance d'être au ski études à Bourg-Saint-Maurice à l'internat, parce que tous les enfants de Tignes sont internes à partir du collège. Donc quand on a 10 ans et demi, 11 ans, on descend à l'internat. Moi, j'ai intégré la section ski études, et donc pour les trajets, je partais le lundi matin très tôt. Ça devait être 6h15, je crois, le bus. Je prenais le bus, je descendais à l'internat, et puis je remontais chez moi le vendredi soir. Pas de gros trajets ou de gros voyages à l'étranger. C'est venu beaucoup plus tard quand je suis rentré au comité puis en équipe de France, où là on partait s'entraîner l'été en hémisphère sud à Ushuaïa, ou sur la tournée Coupe d'Europe, je suis allé en Finlande, en Russie,
Bon, après Suisse, Allemagne, Autriche, tout ça. Et puis après le circuit Coupe du Canada, États-Unis, Japon, il y a Chine, il y a même, il doit y avoir toujours Australie, Norvège, Suède, ça dépend des saisons, mais c'est un gros circuit. Donc là, il y a beaucoup de déplacements. Et donc j'imagine beaucoup de frais aussi qui vont en face. Alors beaucoup de frais qui sont pris en charge par la Fédé en fonction des moyens, parce que la Fédé a pas les mêmes moyens à chaque hiver. Donc il y a une partie des moyens qui vont sur les équipes de France de ski alpin. Une part des finances qui vont sur le ski freestyle, donc le ski cross, le ski de boss, et puis le halfpipe et le slopestyle, disciplines qui sont aujourd'hui purement freestyle, et puis une partie qui va là au ski nordique, puis c'est voilà, il y a plus ou moins de financement. Donc selon les années, il y a des aides. Selon les années, il faut payer les entraînements. Et puis en fait, on gagne pas de sous à s'entraîner. Enfin moi en tout cas, je parle pour moi, je gagnais pas de sous à m'entraîner comme un fou. Parce que j'ai toujours été une personne bien énervée de l'entraînement. Et en fait, je donnais toute ma vie, c'est-à-dire que j'ai choisi mes orientations d'études rapport au ski. C'est-à-dire que je suis allé dans une section où j'ai pas choisi la discipline pour pouvoir continuer à pratiquer à 100% le ski. J'ai fait mon bac en 4 ans, pareil, pour être dans une structure ski-études. Enfin, toute ma vie s'est articulée. Et en fait, j'en retirais rien financièrement. Donc, c'est-à-dire que s'il n'y a pas quelqu'un derrière, alors ou un partenaire ou la famille ou quoi qui subvient à tous ces besoins, c'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est où on est très fort et on a les moyens de vivre dans le ski de boss. Donc, par exemple, Perrine Lafont, c'est une athlète incroyable. Elle gagne tout. Elle est championne du monde. Elle a gagné les Jeux. Elle gagne le circuit Coupe du Monde. Enfin, elle est au top de ce qui peut se faire. Elle vit bien. Et encore, elle vit pas. C'est pas une star du football. Hein. Elle vit honnêtement. Après, quand on n'est pas je dirais aujourd'hui dans le top 5 mondial garçon ou fille, c'est compliqué. C'est très 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 compliqué. Justement, ça tombe bien parce que tu vois, c'est l'essence même de ce podcast, c'est de parler de ces choses qui sont très difficiles et très compliquées. Tu faisais quelques déplacements, mais interalpes, que finalement ces déplacements, ils étaient relativement pris en charge, soit par ton sport-études, soit par la fédération. Qu'après, ça s'est intensifié beaucoup plus. Enfin, quand t'es devenu senior, quand t'es rentré au niveau du comité et de l'équipe de France. Mmh. Donc j'imagine que c'est vraiment là qu'est né ton besoin de financement, ton besoin de gagner quelque chose avec ton sport. Voilà, en fait, je pense que ça dépend de l'âge. À moins de 18 ans, je pense que la plupart des parents veulent bien et que c'est pas un problème de les assumer financièrement, sachant que quand on est en équipe de France, si on se débrouille bien, on paye pas le matériel. La fédération prend en compte les déplacements, certains repas sur les déplacements, les logements, tout ça. Donc ça, c'est financé. Par contre, on gagne. Je te coupe, mais t'as quand même dit si on se débrouille bien. Ça veut dire que il faut quand même avoir ses entrées politiques, il faut avoir ses entrées dans la Fédé, il faut connaître. En fait, faut avoir la chance d'être bien vu. Moi, j'avais des potes qui payaient leur matériel. Ouais. J'ai toujours eu de la chance là-dessus, et je dis merci à beaucoup de gens qui m'ont soutenu, ce qui fait que je rentrais pas un seul sou tous les mois, que j'avais le club des sports de Tignes qui m'aidait un petit peu, mais je pense que je gagnais 2000 € par saison, quoi. Pas de résultat, hein, de chiffre d'affaires. Enfin, c'est rien. On peut pas vivre 12 mois avec 2000 €. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai jamais réussi. J'ai toujours eu besoin de demander à droite, à gauche qu'on m'aide. J'imagine, ne serait-ce que si tu prends une chambre de bonne, quel que soit l'endroit en France, avec 2000 €, tu payes pas un an de loyer. Déjà. Après, il faut minimum acheter des pâtes, la ration du sportif, la bière de récup. La bière, ça coûte cher. Ah ouais. Donc, ça me paraît difficile, effectivement. Oui. Mais donc, ton besoin de financement, il est vraiment né à partir du moment où tu as eu ton bac, 18 ans, tu es rentré en équipe senior, tu as commencé à te déplacer beaucoup. Ouais. Alors, ok, toi, tu payais pas le matériel,
mais certains déplacements, la nourriture, il faut quand même assumer tout ça. Et du coup, quelle solution, toi, t'avais réussi à mettre en place jusqu'à ta blessure? Mais comment est-ce que t'arrivais à survivre, à subvenir à tes besoins, tout en continuant à vivre de et par ton sport? Ah bah moi, c'était hyper simple. Mes études, j'étais étudiant au ski études d'Annecy. Donc c'est un DUT, un diplôme universitaire tech de co, où un peu tous les skieurs, tous les snowboarders, que ce soit pour les skieurs nordiques ou alpins ou freestyle, vont là-bas. Donc c'est une école qui dépend de la Fédé, donc il y a que des sportifs de haut niveau. La location de la maison, c'est mon grand-père qui l'a payé. L'inscription à l'université, c'est mon grand-père qui l'a payé. Mon logement à Tignes, qui était un logement social que je partageais avec mon frère, c'est mes parents qui le payaient. Voilà. Donc en fait, je dépendais complètement de petit grand-père, de ma petite grand-mère et de mes parents. Et bah à 23 ans, quand on se blesse, qu'il y a un peu tout qui dégringole, qu'on passe pas mal de temps, moi je passais quand même pas mal de temps à réfléchir, et je me suis dit, là je vis au crochet pour ma passion, alors c'est ma passion, c'est facile à faire, mais je donnais toute ma vie pour ça, et je vivais au crochet des autres, et je l'ai pu supporter. Est-ce que toi, t'avais pas commencé à chercher des partenaires, des sponsors pour pouvoir t'accompagner, ou est-ce que c'était vraiment très compliqué dans ce milieu du ski freestyle de trouver des partenaires autres que les grands noms qu'on connaît, du Red Bull ou autres, qui sont très spectaculaires et qui accompagnent peut-être pas les sportifs qui sont dans une fédération, dans un sport olympique? Dans le ski freestyle, c'est où t'es au top, et dans ce cas, les partenaires veulent bien te suivre de manière honnête, ou t'es pas on va dire dans le top 5 mondial, et dans ce cas, personne veut parier sur toi parce que c'est pas assez d'audience TV, parce que moi le ski de boss, c'est pas un sport on va dire à la mode, donc je faisais des dossiers. Et puis je demandais à des partenaires. J'ai le papa d'un ami qui avait une société à Lyon à l'époque qui m'avait donné 1500 €. J'avais le club des sports de Tignes, donc la mairie de Tignes qui suit les sportifs de haut niveau, qui me donnait ça devait être 1550 €, je crois. Et puis voilà, c'était tout. Après les marques, j'étais sous contrat avec une marque de ski. Mais les primes de course c'était que sur le circuit Coupe du Monde, et à partir de la 3e place. J'ai jamais fait de podium en Coupe du Monde, donc j'ai jamais eu de primes de course. Mais t'avais le matos, quoi. Mais j'avais du très très beau matos. Non, en fait c'est super compliqué. Sur une année, j'ai eu une aide de la région, voilà, mais ça a duré qu'1 an, parce qu'ils changeaient d'athlète tous les ans. Faut être très très motivé pour chercher du financement. J'aimerais bien savoir où ils en sont dans le sport aujourd'hui. Je pense pas qu'il y en ait. Je pense qu'il y en a 2 qui vivent sans faire appel à leurs proches pour continuer leur sport. Et tu pensais à qui, par exemple? Lui, il y a Perrine Lafont qui gagne tout, qui est une athlète incroyable. Ça j'en suis persuadé, et bien heureusement, parce qu'elle est quand même championne olympique. Il y a Benjamin Cavet qui fait des podiums en Coupe du Monde, qui marche très bien, qui est pareil, ultra performant, qui je crois en vie, j'espère pour lui. Et puis après il y a les autres, à ma connaissance, ils en vivent pas. Quand on pense aux grands sportifs français, que ce soit dans le ski ou d'autres, les noms qui viennent, c'est du Teddy Riner, c'est du Tony Parker, et encore lui, il est plus trop en France. Il va revenir. C'est des grands noms. Enfin, c'est vraiment tous ceux qui sont tout le temps à l'affiche, qui gagnent presque tout ou quasiment. On avait un Martin Fourcade, maintenant qui semble avoir tiré sa révérence, mais qui gagnait tout quasiment, sauf peut-être cette année et encore. Comme tu le dis, il faut très certainement être très longtemps très haut pour pouvoir attirer les premiers sponsors, et puis un deuxième et un troisième, et puis les gros, appelons les gros, pouvoir commencer à en vivre très sérieusement. Voilà, puis après dans des sports qui font parler d'eux, le ski alpin, ils ont pas ce problème. Le ski alpin, quand tu rentres en Coupe d'Europe, tu commences à avoir des partenaires et puis des financements de la part des marques de ski. C'est normal, hein, ils font beaucoup plus d'audience, ils ont beaucoup plus de présence, ils sont
beaucoup plus mise en avant, ou alors faut faire du foot en troisième division puis recevoir un salaire tous les mois, quoi. Pour aller boire des bières au PMU, je suis un peu saignant là, mais c'est vrai. Moi, je me suis retrouvé en centre de rééducation avec des footballeurs qui avaient la trentaine, bedonnants, et qui fumaient des clopes et qui s'entraînaient pas dur. Moi, je m'entraînais comme un dingue toute la journée, toute l'année, et ce que je gagnais dans l'année, il le gagnait dans le mois. Faut choisir c'est peut-être son pas un sport. message très encourageant qu'on envoie à nos petits jeunes en leur disant choisis ton sport si tu veux en vivre. Ouais, non, bah après, non, c'est le sport. Moi, je regrette absolument pas d'avoir choisi ce sport et de m'être dirigé vers ce sport, parce que ça m'a apporté énormément. Alors peut-être pas de l'argent quand j'étais en compétition. Par contre, j'ai appris ce que c'était que l'engagement physique. J'ai appris en faisant un sport individuel ce que c'était que le travail en équipe. J'ai rencontré énormément de gens, et quand j'ai arrêté, ça m'a ouvert les plus belles portes qui soient. J'ai appris, j'ai été éduqué, et ça m'a ouvert énormément de portes. Donc rien que pour ça, enfin, je regrette rien, quoi. Rien. C'était trop bien. Alors que j'aurais fait du foot, ça se trouve, aujourd'hui, je jouerais en 3 ou 4e division, je gagnerais des sous, mais j'aurais peut-être pas vécu les mêmes choses. Je voulais revenir avec toi sur le fait que tu parlais de la courte aide que tu as reçue de la région. Est-ce que tu avais le statut de sportif de haut niveau à l'époque? Ouais. Et donc dans le ski, en tout cas le freeride, le fait d'avoir le statut de sportif de haut niveau ne vous ouvre pas des aides de la part de la région, du département, ou même des instances ministérielles du sport? Bah alors ça, c'était le freestyle. Donc quand je faisais du freestyle, que j'étais en équipe de France, j'avais le statut de haut niveau, donc ça m'a permis de passer le diplôme d'État en accéléré. J'ai eu une aide, je me rappelle, 1 an. Bon, c'est des aides qui sont ridicules, hein, pour être honnête. Et c'est tout. Après, quand j'ai arrêté la compétition et que je me suis mis à faire du ski freeride et du ski plaisir et travailler avec mes partenaires, en fait, j'étais plus fédéré, parce que le freeride n'est pas fédéré. Donc là, en fait, on sort au bout de, je crois, 2 ans des listes de sportifs de haut niveau. Et en fait, même pour ceux qui exercent au plus haut niveau la discipline de ski ou de snowboard, freeride, pardon, ils sont pas sur les listes de haut niveau, puisque c'est des sports qui sont pas fédérés. Tu connais les critères pour être justement sur une liste de sportifs de haut niveau? La discipline soit ait un championnat du monde, que la France soit dans le top 30 mondial, enfin ce genre de critères. Est-ce que c'était pareil pour le ski? Alors pour le ski, je saurais pas dire exactement. Ce que je sais, c'est que quand on est jeune, on intègre pour la plupart déjà des ski-études au collège, puis au lycée, puis on intègre le comité de Savoie, puis quand on est au comité de Savoie, si on a certains résultats, je sais que pour le ski de boss, ça doit être des résultats ou des titres nationaux, ou des podiums en Coupe d'Europe, ou un très bon classement général sur le circuit Coupe d'Europe, on va rentrer en équipe de France, et ça va nous faire rentrer sur les listes haut niveau. Si on remplit pas ces critères, on peut très bien être sur le circuit Coupe d'Europe, ne pas être dans une section ski-études et ne pas être sur les listes haut niveau. J'ai des potes ski alpin qui n'étaient pas sur les listes de sportifs de haut niveau, alors qu'ils ont participé à quelques coupes d'Europe de ski alpin, oui, par exemple. Oui, l'un n'implique pas l'autre. Ouais, non, c'est le résultat à un temps donné qui permet d'y accéder. Je voudrais revenir maintenant un petit peu sur l'après. Comment est-ce que tu es arrivé après? Tu nous as dit que c'était suite à ta deuxième blessure quand tu avais 23 ans que tu as pris la porte de sortie. Est-ce que malgré tout c'était une sortie vraiment décidée, ou c'était une sortie qui a été purement et simplement imposée par ta blessure? Et comment est-ce qu'on prépare ce type de sortie? Alors moi, j'ai rien préparé du tout. Mais alors du tout. En fait, j'étais donc déjà au ski-études de l'université de Savoie à Annecy. Donc c'était le printemps, la bonne période, c'est la période où on fait la bringue, parce qu'on fait pas la bringue le reste de l'année. Donc là, quand on arrive à Annecy, c'est école la journée, sport à la fin de journée et bringue toute la nuit. Ce qui est quand même génial. Et tu m'étonnes que dans ces conditions tu te blesses. Non, je me suis pas blessé au printemps, je me suis blessé au début de saison. D'accord. Donc là, je buvais pas, je m'entraînais dur de chez dur. Et puis en fait, ce printemps-là où j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai mon entraîneur qui m'a appelé, je lui devais des sous de la finale des Coupes d'Europe de Speedboss qui avait lieu en Finlande.
il nous avait avancé les sous à deux autres de mes copains et moi. Et je lui ai dit quand est-ce qu'on se voit pour que je te rembourse. Il me dit je suis en réunion à la Fédération française de ski qui se trouve à Annecy vendredi. T'as qu'à me retrouver là-bas. Et en fait, je suis arrivé là-bas. Il y avait mon entraîneur, chef coach, responsable freestyle de la Fédé derrière un bureau. Et en fait, ça a été réunion improvisée, quoi. Moi, je pensais déposer des sous puis rentrer chez moi. Et puis, en fait, ils m'ont dit, bon, écoute, là, pour les entraînements d'été, il va falloir payer. Donc, je me rappelle que c'était une somme que j'avais pas parce que, eux pouvaient pas financer tout le monde. Et donc, ils m'ont dit, si tu peux pas payer, ce qu'on te propose, c'est un accord avec le comité de Savoie. Donc, ils ont été adorables, hein. Ils m'ont proposé de retourner m'entraîner tout l'été avec le comité de Savoie pour pas avoir à payer les frais d'entraînement avec la Fédé et de retourner en sélection à l'automne sur le glacier de Tignes avec les autres skieurs de la Fédé. Moi, j'avais pas envie de sortir du groupe Fédé parce que j'avais pas les moyens. Alors, j'ai eu énormément de chance, parce que le comité de Savoie me proposait de prendre en charge mon entraînement avec eux, avec des groupes plus jeunes, tout ça. Moi, j'avais pas envie de retourner avec des jeunes qui avaient pas mon niveau, tout simplement pour un souci d'émulsion dans le groupe et que je me sentais pas d'être le leader en ayant encore besoin et surtout envie de progresser. Donc en fait de ça je leur ai dit non, moi j'arrête et ça s'est vraiment fait d'une minute à une autre. Et donc j'ai salué tous mes entraîneurs, tous les responsables de groupe avec qui je m'entendais très bien parce que c'est une famille. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter. Ouais. Quand on vit quasiment en vase clos, que ce soit sur place ou en déplacement pendant des années, au bout d'un moment, effectivement, si ça passe, ça devient une vraie famille. Si ça passe pas, j'imagine que c'est un peu plus compliqué la relation avec les entraîneurs ou les copains du groupe. Ah oui, ouais, il y en a qui rentrent pas dans le entre guillemets dans le moule ou il peut y avoir des soucis d'entente. Moi, j'ai des soucis d'entente avec certaines personnes, comme je m'entends très bien avec d'autres. Moi, la Fédé de ski, c'était vraiment ma famille et c'était génial. Je les voyais beaucoup plus que mes parents, beaucoup plus que le reste de ma famille, beaucoup plus que même ma petite amie de l'époque. Enfin, c'était incroyable. C'est pas un déchirement quand tu dis non, je peux pas, j'arrête, ciao. Ouais, si, ça met sur le coup, ça m'a pas fait grand chose. J'ai un de mes coachs qui a pleuré, donc ça m'a quand même levé un peu le cœur. Et puis je suis retourné à ma colocation. J'étais en colocation avec un pote de mon groupe de la Fédé pour lui dire que j'arrêtais. Et là, peut-être la plus grosse claque je me suis dit, toute ma vie, du moment où je rêvais d'être champion, donc j'avais 3-4 ans, je voulais être skieur. Et à ce moment-là, j'avais tout donné pour pour être champion du monde, pour être champion olympique, tout ça. Et là, je m'arrêtais en me disant, j'ai ni été champion du monde, ni champion olympique. J'ai réussi certaines choses et il y a certains résultats dont je suis hyper fier, mais j'ai pas réussi ma mission. Et ce que je me suis dit sur le coup, c'est j'ai perdu 20 ans de ma vie. Tout est axé autour de ça. Là, j'arrête. Je continue pas l'aventure. Et là, ça m'a mis une grosse gifle. Alors, je m'en suis remis assez rapidement, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est pas une plaie ouverte, mais parce que j'ai aucun regret, j'en veux à personne. Même à moi, je m'en veux pas. Pas forcément une page de tournée, c'est un livre de fermé, malgré tout. T'as commencé à ouvrir un deuxième livre. T'as commencé par la couverture. Tu as dit que t'as pris une bonne claque, mais finalement tu t'es relevé. Juste avant qu'on ouvre ce deuxième livre, tu disais que la Fédé t'annonçait qu'il allait falloir payer les frais d'entraînement pour l'été. Tu te souviens à peu près du montant que ça représentait? Ah oui, exactement. C'était 5 000 €. Ah ouais. Le groupe A, donc ceux qui étaient dans le top 16 ou 18 de la Coupe du Monde n'avaient pas à payer parce que c'était le groupe A, ils étaient je crois 3 à l'époque dedans. Et le groupe B, donc on était 6 ou 7, on avait à payer, ouais. Et ces 5 000 € là, ça couvrait les frais d'entraînement, les frais d'entraîneur, alors médical. Ça couvrait les entraînements, les stages, le salaire des coachs, en fait tout ce que pouvait pas prendre en charge la Fédé. Donc ils ont un budget, ils pouvaient rentrer tant d'athlètes dans ce budget.
Donc les trois qui étaient à très haut niveau, et puis les autres, fallait qu'ils participent, et c'est normal, ils n'avaient pas les financements pour. Donc faut bien payer les entraîneurs, parce que pareil, eux, faut qu'ils mangent à la fin de l'année, et ils sont indispensables. Personne ne nous loge gratuit, donc faut payer les logements durant les stages, tout ça. C'est des budgets qui sont énormes, et nous, il y avait par rapport au budget global, ça devait être minime, mais c'était quand même 5 000 euros. Et personne là dans le groupe B ne les avait. C'est quoi à ce moment-là? Tout le groupe B s'est arrêté ou ils ont fait appel à parents, aux gens de la famille, où ils avaient des sous de côté, mais c'est pas de l'argent qui avait été gagné, parce qu'on en était tous au même stade au niveau des partenaires, des sponsors et tout ça. Donc c'est les parents ou l'entourage qui permet de continuer ou pas. Quand même malheureux dans un pays comme la France. Alors, la densité de sportifs est énorme, mais des gens qui courent, des gens qui courent pour le pays, et pour autant que je sache, dans le ski, quelles que soient les disciplines, en France, on n'est quand même pas mauvais du tout. On est plutôt dans le top 10 mondial. Donc c'est dommage qu'une fédération comme la fédération de ski n'ait pas les moyens de soutenir un minimum ces athlètes et ces futures médailles mondiales olympiques. Puis surtout que la fédé du président de la fédé qui est hyper engagé à la dernière personne qui travaille dans le cadre de la fédé, ils sont investis toute l'année ou presque dans le fait de suivre des athlètes pour avoir des médailles, quoi. Et malgré tout, on reste dans une fédé où on peut pas financer la totalité de nos sportifs de haut niveau. Et il y a pas que le ski, hein. Il y a beaucoup de sports d'été où c'est pareil, et voilà, quoi. C'est terrible dans le sens où, pour moi, ça fonctionne pas correctement. C'est pas juste. Et ça, quand t'es skieur freestyle et que tu vas en centre de rééducation avec d'autres sportifs, et je vais pas en revenir au foot, mais si quand même, ou sur des sports comme ça, il y a aucun souci, quoi, malgré l'investissement, et qui peut être pour certains très 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 limité, voire en dessous de zéro. Et eux, ils galèrent pas, quoi. Il y a certains sports qui ont plus le droit de citer que d'autres. Après, quand on voit la couverture média, effectivement, le ski, c'est 2 mois, 3 mois par an, et encore, suivant les résultats des Français, là où le foot, on en bouffe tous les jours, si on veut. Bon, là, pendant le confinement, moi, ça me va bien. Il y en a beaucoup moins, mais sinon, du foot, on pourra en bouffer tous les jours sur toutes les chaînes. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bon, petit souci de justice, mais ça c'est le monde dans lequel on vit, et c'est pas grave. Encore une fois, moi j'ai eu la chance de vivre toutes ces aventures, et avec des vraiment terribles, et c'était trop bien, quoi. Je voudrais maintenant qu'on revienne sur ton deuxième livre, ta deuxième vie, une fois que tu as pris ta claque et puis qu'il a fallu que tu te réinventes. Tu l'as dit, hein, tu avais tourné toute ta vie autour du ski, tes études, j'imagine l'endroit où tu vivais, mais à part ça, en gros, si tu tirais un trait et que tu regardais ce qui te restait, c'était quoi? C'était être guide de haute montagne, être entraîneur, ou te réinventer et faire autre chose? Alors ouais, j'aurais pu... donc déjà, j'ai eu la chance de passer le diplôme d'état de moniteur de ski via la liste au niveau, donc dans un groupe de privilégiés sur des semaines condensées, avec encore une fois énormément de chance, donc pas le même investissement financier puisque c'était en accéléré, dans des groupes très performants, et des personnes avec qui, parce que c'est un tout petit milieu, avec qui j'ai grandi dans le sport, donc d'autres sportifs de haut niveau. Donc bon, déjà ça, super chance. Donc j'aurais pu faire entraîneur. On m'avait proposé de prendre un groupe à Tignes. Je pense que c'était beaucoup trop tôt pour moi, parce que j'en sortais tout juste, et en fait j'avais envie de voir autre chose. Et ce que je me suis dit, c'est est-ce que je vais avoir l'envie et suffisamment de passion pour motiver des gamins qui ont le couteau entre les dents, avec encore un petit peu d'amertume sur le fait d'avoir décroché, quoi. Donc je me suis dit non, ça je verrai plus tard. J'aurais pu continuer des études, ce que j'ai fait à Annecy avec une licence, ou changer d'orientation au niveau de mes études, mais ça allait être à peu près le même problème. J'allais devoir demander à mes parents de me payer un loyer, et puis et puis une inscription à l'école pour pouvoir aller vers d'autres études. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de continuer un tout petit peu les études au printemps quand même, si on me laisse le faire. On m'a laissé le faire très très bien, et puis j'ai envie de skier pour moi, parce que j'ai jamais vraiment
ce qui est pour moi sans objectif de résultat. Et c'est là qu'il y a un skieur que je remercie quasiment jamais, mais que je porte dans mon cœur pour toujours, et c'est Julien Régnier, qui est un des plus grands skieurs free-ski que cette terre n'ait connu, et qui en fait m'a fait confiance. Je l'ai appelé, il s'occupait d'une marque de ski et il est toujours dedans, qui s'appelle Black Rose, et il m'a suivi et il m'a dit on va entre guillemets bosser ensemble, je vais t'offrir des paires de skis, tu vas travailler un petit peu sur les photo-shooting, tu vas travailler un petit peu au développement. Et en fait, il y a un nouveau livre qui s'est ouvert, toujours sur la même discipline pour faire au sens large, mais sur voilà de la passion pure, sans objectif de résultat, de chrono ou de notes. Là a commencé l'aventure dans laquelle je suis toujours, et qui est juste géniale, qui est exigeante, mais qui est juste parfaite. Un parcours, un chemin semé d'embûches, mais aussi semé de beaucoup de chance. Ouais, énormément. Tu sais ce qu'on dit, hein, on dit que la chance, elle tombe pas comme ça, on la provoque soi-même. Donc peut-être qu'effectivement tu as eu ce qu'on appelle de la chance, mais aussi à force de travail, d'abnégation, de résilience, de maturité. Tu l'as dit, hein, tu voulais pas imposer à tes parents de payer encore pour toi l'école, l'appartement, etc. Donc il a fallu que tu trouves une solution pour t'en sortir. Voilà. Non, puis pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Alors je suis un ultra privilégié, je m'en rends bien compte, hein. Me lever le matin, alors je donne toujours un peu des cours de ski, pour aller donner des cours de ski, ou pour aller faire un sommet avec un copain, ou pour aller faire de la poudreuse avec 5 super potes qui ont la chance de vivre de la même façon que je vis. C'est juste génial. Donc je sais pas si je l'ai provoqué, mais j'ai la chance de connaître et d'avoir en ami des gens qui m'ont permis de le faire. Voilà. Les rencontres, c'est toujours ça. On en parle systématiquement avec tous les sportifs que j'ai à ce micro, qui me disent que de toute façon la seule solution pour s'en sortir, et qui permet aussi de trouver des partenaires / des sponsors, c'est le réseau, c'est les rencontres, c'est le partage, c'est la communication, c'est toutes ces choses-là. Alors justement, comme on parle de communication, de réseau, de projet, de deuxième livre, on s'est parlé aussi aujourd'hui à propos d'un de tes projets que je trouve magnifique et super intéressant. Et je voudrais te laisser le micro pour que tu nous en parles, parce que c'est justement le bon moment, je pense, pour en parler. Ouais. Bon, ça faisait pas mal d'années, parce qu'on peut compter en années maintenant, que je cherchais à améliorer les choses concernant mon environnement de pratique. J'ai grandi, donc ce que je vous ai dit, j'ai grandi à Tignes, dans les montagnes. Tous les week-ends, j'allais à la pêche, en lac, en rivière, avec mon papa, ma maman. J'allais aux champignons, j'allais observer les animaux dans le parc national de la Vanoise en famille. J'ai appris énormément de choses. J'ai appris à aimer être dehors et tout. Et en fait, ça fait pas mal d'années que je me rends compte que le dehors, je l'aime. C'est le cœur de ma pratique. Et malgré tout, je le dégomme, cet environnement. Je le dégomme parce que je fais des kilomètres de voiture, je prends l'avion, je consomme. Alors, je n'ai jamais été dans la surconsommation. Je consomme en fonction de mes besoins, mais je consomme énormément et au-dessus de mes besoins réels. Et en fait, ça abîme l'environnement, ça abîme la planète, et je fais que dalle, quoi, pour défendre ça, alors que tous les jours, j'ai, comme beaucoup de gens, hein, la plupart, je pense, j'ai ce sentiment de dire de salir la planète. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. On m'a aidé à réfléchir sur ces sujets, notamment ma copine qui est très investie dans son fort intérieur là-dedans. Et j'ai trouvé ce projet de dire, j'ai la chance d'avoir des potes dans le traitement des déchets. J'ai la chance d'avoir des potes dans le sport en général. Est-ce qu'on pourrait pas s'investir tous ensemble, dire voilà, nous on va faire mieux, parce qu'on a ce souhait de faire mieux.
Et vraiment, c'est profond. Est-ce qu'on n'a pas les moyens de le faire ici? On a le temps, on a le cercle qui permet de le faire. Et c'est là que j'ai lancé une bouteille à la mer. Donc en fait, une collection de photos choc, mais aussi une collection de photos solutions. Parce que je crois pas qu'on change les choses via la réprimande ou la violence, ou c'est pas en étant donneur de leçons, surtout quand on peut pas en donner, hein, qu'on va changer les choses. Donc c'est en apportant des solutions il y a des choses positives dans tout ça. Quand tu dis que tu as lancé une bouteille à la mer, c'est pas juste une expression, hein. Tu as lancé un projet avec derrière une association qui est en cours de formation qui s'appelle Une bouteille à la mer. Voilà, ouais. C'est ça. Donc en fait, j'ai passé des coups de fil. D'abord à mon pote Dominique Daher, qui est un photographe de talent et que je savais était motivé par tout ça, et je lui ai dit voilà ce que j'ai envie de faire. Il m'a dit bon bah là j'ai du boulot à cette période, mais c'est pas grave, je vais annuler et puis on va le faire. Et puis j'ai pris mon téléphone et j'ai continué à appeler des copains pour leur dire voilà j'aimerais faire ça. En fait ils m'ont tous dit oui, c'est parti. Alors je leur ai dit il y a pas d'argent à gagner, hein. Il y a de l'argent à perdre, pas à perdre du coup, mais à dépenser pour pouvoir faire partie de ce projet. Et puis bah venez, je me charge du reste. Et on a mis ça sur pied en fait. Et en fait, bah, on a amené une toute petite pierre, qui a fait du bruit, mais qui est ridicule dans l'investissement à tout ça. Et ça a plutôt très bien marché. Et autant les sportifs que les amis qui ont participé au projet, parce que je n'étais pas tout seul, je suis bien trop mauvais pour réaliser ce genre de choses tout seul, mais les vidéastes, les copains de l'événement, donc les agences de presse qui nous ont fait tout ça, pareil de façon bénévole, qui ont même investi, c'est-à-dire qui sont ou déplacés en se payant des billets de train, ou qu'on investi du temps en investissant leurs employés sur le projet. Enfin, tout le monde s'est mis à fond et on a réussi à faire une bouteille à la mer que vous pouvez retrouver sur une page Facebook, sur Instagram. La vidéo doit être sur YouTube. Ouais, je mettrai tous les liens de toute façon dans les notes de l'épisode, comme ça tout le monde pourra s'y référer et aller voir le superbe making of, ça vaut le coup. Bon, bah super, merci. Et puis merci pour ceux qui l'ont fait. Donc Alicia, Quentin, qui ont énormément bossé dessus. Encore une fois, de manière, ça leur a coûté beaucoup en temps et ils n'ont pas été rémunérés pour ça, donc je les félicite encore et encore. Et en fait ça continue, donc il y a plein de nouveaux projets. Alors cette fois-ci plus dans l'action, parce que je pense qu'on peut prendre la parole et je pense qu'on est tous assez réfléchis pour faire les choses bien et que ça aille dans le sens de tout un chacun. Donc on va continuer avec une bouteille à la mer à faire des choses. Tu peux nous en dire plus justement sur ce que vous avez l'intention de faire, parce que tu m'as dit tout à l'heure en off que l'association était en cours de création, mais quel va être l'objet social de cette association? Qu'est-ce qu'elle va faire et puis comment on fait si on veut adhérer? Ah, alors ça va sortir bientôt. J'ai mis une personne, encore une fois, compétente sur le sujet, qui est un ami de Paris, qui a été mon team manager de chez SFR et avec qui je suis resté en très bon contact et qui s'occupe de tout ça. Le but, ça va être d'informer, comme là on l'a un peu fait sur cette première action. Le but général, c'est de changer les choses, d'aller de l'avant et de faire qu'on aura un impact moindre et qu'on fera moins de mal à tout ce qu'on aime et qu'on se fera moins de mal à nous-mêmes. Donc ça prend plusieurs formes. Là, j'aimerais ouvrir la discussion, parce qu'on en parlait tous les deux, mais la discussion, c'est la clé de beaucoup de choses. En parlant, en rencontrant des gens, en échangeant avec des gens, on s'enrichit, on enrichit les gens parfois qu'on a en face, et puis surtout on trouve des solutions. Sans rencontre, en restant sur ces axes de vie de travail, je pense, en tout cas moi, je m'enrichis pas et je reste sur les mêmes idées. Donc je vais prendre la main de toutes les mains que je vais pouvoir prendre pour amener à discuter. Encore une fois, moi, j'ai aucune connaissance en biologie, en chimie. Par contre, je connais des gens qui ont ces connaissances et qui ont l'envie et la possibilité de partager.
Donc le but, ça va être de rassembler tout ce monde, tous les gens que ça intéresse, et puis d'en intéresser des nouveaux, pour arrêter d'être pourri envers la planète. On fait partie de la planète, donc que d'être pourri envers nous-mêmes. Bon, en tout cas, je te le redis encore une fois, moi je trouve que c'est un superbe projet et puis on va essayer tous, autant que nous sommes, d'en parler, de communiquer, de le diffuser pour que ça prenne et que tout le monde se rende compte, effectivement, comme tu dis, des saloperies que l'on fait vivre à la planète et qu'il y ait une espèce de prise de conscience pour que tout ça change. Je vois le temps qui file et je voudrais pas trop te prendre de temps parce que tu m'as dit que tu avais des obligations cet après-midi. Alors, ce que je te propose, c'est un petit 15 minutes, on est large. Allez, je te propose un dernier exercice que je propose à tous mes invités sur le podcast. C'est 2 petites questions. Tu peux y répondre du tac au tac ou alors t'étendre si tu veux. Prendre les 15 minutes qui restent. Ça te va? Ok, très bien. Si tu pouvais revenir en arrière, te transformer en un tout petit Mathieu et parler au Mathieu de 5 ans avant qu'il aille faire sa première compétition de ski, quel conseil tu pourrais te donner? Vas-y à fond, réfléchis pas, mais un peu plus que ce que j'aurais fait. J'ai manqué de réflexion, moi. J'ai manqué de réflexion et de recul pour beaucoup de choses. J'ai toujours eu tendance dans ce que j'aime, quand je fais ce que j'aime, à débrancher mon cerveau et à y aller trop à fond. Mais en fait, je sais pas si j'ai vraiment envie de changer ça, parce que parfois, et même souvent, ça m'a rendu service. Alors peut-être que le jour où je me suis fait mal, j'aurais peut-être dû réfléchir ou arrêter de refaire la même erreur 5 fois d'affilée. Mais ouais, si je le voyais, ce Mathieu d'il y a 5 ans avec la compétition, je lui dirais, vas-y quoi, vas-y à fond et profite, prends tout ce qu'il y a à prendre. Parce que c'est énorme. C'est énorme de pouvoir grandir avec le sport. C'est énorme. Tu me laisses sans voix. Du coup, je vais rajouter une question. J'en rajoute une autre plutôt que 2. T'en auras 3. Quel a été le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans le sport? Mais il y en a eu un paquet. Hein. On a eu un paquet. J'ai souvenir il y a plein de personnes qui m'ont très très bien conseillé. J'ai rencontré un préparateur physique, mental, qui s'appelait Luc Guibert, qui m'a apporté énormément. On m'a apporté un truc que j'ai trouvé très très fort et duquel je suis obsédé depuis pas mal d'années maintenant. C'est qu'en fait, le cerveau comprend pas la négation. Ne fais pas cette faute d'intérieur au 3e virage. En fait, on va la faire, cette faute d'intérieur au 3e virage. C'est au 3e virage, replace ta ligne d'épaule, viens charger ton pied extérieur. Voilà, ça, le cerveau, il le comprend. Et ça, en fait, c'est un conseil très, très général et je l'applique tous les jours quand je suis dans des discussions, quand je parle à mon chat. Je lui dis pas, ne fais pas ça, je lui dis, fais ça. Voilà. Ouais, je parle avec mon chat, surtout en période de confinement. Arrêtons de dire non ou ne fais pas mais fais. Ouais. C'est un bon conseil, je pense qu'il s'applique aussi pour les parents. Ouais, il est pas très bien expliqué, mais tu pourras le réexpliquer derrière toi. Ça marche. Allez, dernière question et après je te laisse filer. S'il y avait une sportive ou un sportif que tu aimerais entendre sur ce podcast. Alors, tu peux pas dire Stéphane ni Pierre Frolat parce qu'ils sont déjà passés, mais allez, fais-toi plaisir. Ouais, parce que c'est un super exemple pour moi sur énormément de choses, autant sur la performance que sur la motivation, que sur beaucoup de choses. Liv Sansos, qui a pratiqué énormément de sport, mais qui a été championne du monde d'escalade, qui a fait tous les 4000 des Alpes, qui fait du parapente, qui a fait du best jump, qui a eu 15 vies en une, et elle est loin d'être finie, et qui est super investie dans le fait de faire mieux sur les axes dont je parlais, notamment notre belle planète. Donc voilà, elle, j'aimerais l'entendre parce je pense qu'elle inspire beaucoup de gens autour d'elle et que elle mérite d'être connue, même si elle l'est déjà, hein, elle a une belle renommée, mais les gens qui ne la connaissent pas, je les invite à la découvrir par le biais de ton podcast, je l'espère.
parce qu'elle est incroyable. Ok, bah écoute, c'est noté. Je relève le défi, je vais essayer de la contacter. Puis si jamais j'y arrive pas, je reviendrai vers toi pour que tu me mettes en relation. Voilà, pas de souci. Mais on reste de toute façon en contact pour échanger. Bien sûr. Important. Et puis poursuivre l'histoire de l'association Une bouteille à la mer et éventuellement adhérer, voir comment est-ce qu'à notre niveau aussi on peut aider. Il y aura toujours à faire. Ouais. C'est clair. Trop cool. Bah, je te remercie. Merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu. J'ai passé vraiment un très bon moment. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez autant apprécié que moi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine ou dans 15 jours, suivant la durée du montage. Et puis, Mathieu, merci encore. Merci beaucoup à toi et puis à tout vite. Merci. Juste avant de te laisser partir, il y a un truc qui me brûle les lèvres parce que tu disais que tu étais à Annecy. Est-ce que tu connais Timothée Nallet de Peigné Vertical? Ouais. J'ai jamais bossé avec lui, mais je connais. Parce qu'il partage les bureaux d'un pote. D'accord. Okay. Un mec super aussi que j'avais rencontré notamment par l'intermédiaire du podcast et puis quand j'étais passé du côté de Genève et tout ça, j'étais passé le voir. Un gars en or, vraiment super sympa. Parce que lui, il a travaillé en Suisse avant d'être à Annecy. Ouais, avant il était dans un cabinet de consulting et puis après il a monté son agence de shooting outdoor. Je crois que ce qui m'a bien aidé aussi, c'est qu'il était le photographe, enfin l'homme média de Oka One. Donc ça lui a bien filé un coup de main. Et puis en plus, ce qu'il fait, c'est vrai que c'est magnifique. Il y a des belles choses. Bah, Lauriane travaille souvent avec eux. Elle leur a refait le logo, tout ça. Ouais. Ma copine. D'accord. Okay. Qui est elle est illustratrice. Ouais. En tout cas, j'ai passé un bon moment. Restons en contact. Bah ouais, carrément. Ok, super. Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt, j'espère. Bah merci à toi et puis à tout bientôt. À plus, ciao. Ciao. Vous êtes encore là, c'est super, ça veut dire que vous avez dû apprécier cet épisode et je vous en remercie. Encore une fois, je vous invite à aller sur Apple Podcast ou sur vestiaire.org/boutique pour découvrir les tasks à l'effigie des interviews que j'ai déjà réalisées avec de grandes sportives et de grands sportifs. Ce sera un des moyens de soutenir les futurs invités de ce podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle interview. Salut les sportifs!